Eh bien bonjour, nouvelle séance autour des développements de Dolibar. Aujourd'hui on va regarder un module en particulier, un module natif de Dolibar qui est le module des commandes. On va faire un peu le tour de tout ce qu'on trouve dedans, comment c'est un petit peu interfacé avec tout l'ensemble. Et normalement ça va bien nous occuper durant 2 sessions je pense. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Comme tout module, il a un mode dans le dossier core. Donc c'est lui qu'on va explorer en premier. Donc direction le module htdocs core module. On a ici le mode commande et on va l'analyser doucement. Ça fait plusieurs fois que je retourne dans un mode de module core, donc c'est très bien. Ça va être de la répétition, c'est parfait. Alors, première chose qu'on va avoir, c'est toujours un module core, c'est principalement un construct. Ensuite, on a le init qui va initialiser des choses. Et dans le cas, alors je commence par la fin, une fois n'est pas coutume. Dans le cas de notre module des commandes, on commence par la gestion des modèles. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire ce truc-là, mais en clair, il supprime les modèles et il recrée des nouveaux modèles à chaque fois. Je pense qu'il y a une petite blague par rapport à ça, que je ne connais pas forcément, mais bon, si c'est nécessaire, voilà. Je ne l'utilise pas dans mes modules, ces histoires-là. Mais il semblerait que... Ah ouais, alors de ce que j'en comprends, c'est que quand on fait l'installation, il copie les ODT qui sont dans le document des templates d'installation, dans le document des templates de Dolibar. Le dol data route, ça correspond au dossier document de Dolibar. Vous savez, celui qui est pas dans le htdocs, qui contient les différents modèles de documents. Donc là, il crée les documents dans le dossier destination et il fait un annulé supprime. Je suppose qu'il y a dû y avoir des modifications du modèle d'ODT et c'est pour ça qu'il l'a écrasé. Mais bon, ça doit être un truc historique. Normalement, si les ODT ne bougent pas, on n'est pas censé les écraser. Bien. Maintenant, on rattaque par le début et donc on va voir un petit peu tout ce qu'on a dans les... par défaut, je dirais, dans les paramètres d'un constructeur de modules. La première chose, c'est les deux variables globales assez classiques de configuration et de l'utilisateur. Ensuite, on récupère l'instance de la base. Bon, ça c'est un grand classique aussi. Et on va définir le fameux numéro qui va être unique pour chacun des modules. Alors comme c'est un module interne, il a les premiers numéros, 25. La famille, ça correspond, si on retourne dans la configuration du module, au paramétrage. Donc là, la famille c'est CRM, ça correspond à la gestion des relations clients et c'est pour ça qu'on voit ici le module commande présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique? On récupère le nom du module, on affiche la description, gestion des commandes clients. Elle est en français mais normalement elle est traduite. Je ne sais plus exactement où, mais en tout cas elle est traduite. C'est indiqué comme étant un module de Dolibar. C'est pour ça que vous n'avez pas de numéro de version et de changelog. Et ensuite, on va avoir le picto qui correspond à l'image associée au module. Order, c'est donc voilà, c'est le picto des orders qui est ici. Ensuite, nous avons le dossier temporaire qui va être créé quand on va activer le module. Ça fait partie des choses qui sont générées dynamiquement. Et enfin, on a la page de commande, de configuration du module commande.php qu'on va retrouver et qu'on regardera juste après, je pense. Ici, si je regarde, elle est bien ici, vous voyez. Donc ça fait donc c'est toujours pareil, hein, si
on a un config page URL. On va avoir au niveau de la page le petit engrenage et grâce à ce petit engrenage, on pourra accéder au paramétrage du module. Bien. Là aussi, on a toujours les problématiques de dependency et de required. En clair, quand on active le module de commande, il faut que le module société soit actif, sinon ça ne fonctionnera pas. Et généralement, là, il indique que le module expédition a besoin lui aussi du module commande, sinon il ne fonctionne pas. Je ne sais pas si le required est utilisé d'ailleurs, mais d'ailleurs, excusez-moi, c'est pour ma petite culture personnelle. Je ne crois pas que dans le module expédition, ce soit indiqué. Voilà, il est indiqué qu'il est dépendant du module commande, mais je ne sais pas s'il y a des interconnexions. Bon, c'est pas dramatique en soi. Je vais revenir sur mon module commande pour parler un petit peu des constantes. Alors ça, c'est ce qui vous permet, en fait, quand on active un module, par défaut, il va avoir, au niveau des numérotations et des modèles de documents, des éléments qui sont présélectionnés. Vous voyez, marbre et Eratosthène. Ainsi qu'il indique que Eratosthène est le document par défaut. Et en fait, ça se fait ici. Il y a aussi un autre paramètre. Alors, voilà, c'est là où on indique Eratosthène. Il est ici. Et ça, c'est la numérotation. Pour la numérotation des commandes. Et un autre truc, c'est le dossier, par défaut, c'est le dossier où sont les ODT. Et c'est pour ça qu'ici, on a une valeur qui est alimentée au départ. Donc voilà les différentes constantes. Et ensuite, on va retrouver ici les deux box des commandes. La box des commandes net pour avoir les dernières commandes et la box qui permet d'avoir un graphique des commandes mensuelles. C'est celui qu'on retrouve sur la page d'accueil. Alors, elles sont où? Voilà, les 5 dernières commandes et les commandes clients par mois. C'est les deux, comment ça s'appelle? C'est les deux box qui sont rajoutées. Oui, on peut les déplacer. Je les ai un peu déplacés n'importe comment. J'ai remis un peu leur place. Ça fait bizarre parce qu'on la voit redescendre et puis remonter. Mais bon, c'est pas dramatique, ça fonctionne. Donc ça, c'est la définition des box. Et ensuite, on a la définition des permissions. Là aussi, on va définir... Alors, c'est toujours passé avec un tableau, hein, généralement. Donc là, on va avoir les droits. On indique la classe auquel s'associer. Et puis derrière, on rajoute droit par droit dans le tableau des droits. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc. etc. Alors moi d'expérience, là vous voyez il y a numéro 81, 82, 84, etc. Comme ce numéro est en fait un numéro défini en dur, généralement je prends le numéro du module et je lui rajoute de mémoire 3 zéros, 2 zéros devant et ça me fait ma numérotation. Si je vais sur l'un de mes modules, par ici, htdocs, bon allez hop, on va prendre, bon allez, on va prendre le dernier que j'ai développé, forecast, toc. Donc là j'ai un numéro 160 005, et vous voyez je récupère cette numérotation et je rajoute un chiffre derrière, sachant que c'est rare d'avoir plus de 10 permissions par module, ça peut arriver mais à ma connaissance, je ne crois pas que j'ai dans mes modules 10 permissions. D'ailleurs, ah bah vous voyez, lui il en a un peu plus, et dans ce cas-là, vous voyez, il a dû décaler à la 142 l'exportation. Bien. Ensuite,
la gestion des menus. Alors là, il y a une petite subtilité parce que c'est un menu qui est géré dans le fameux fichier LD qu'on a vu la dernière fois. Et donc pour cela, on n'a pas la déclaration du menu à ce niveau-là. Si c'était le cas, alors je vais aller dans un menu à moi pour vous le montrer. On aurait ici une gestion des menus où on les rajouterait à la suite. Là, vous voyez, j'ai un premier menu en haut, c'est le top menu. Ensuite, j'ai un premier menu à gauche qui est le titre du menu en fait. Et ensuite, vous avez les autres différents sous-menus qui sont présents. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail sur ce module, mais comment est-ce que ça se lit? C'est peut-être intéressant de le regarder. Alors, première chose, on va indiquer le type du menu. Si c'est un menu... Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc un peu sympa. Voilà. Hop. Voilà, par exemple, je suis là. Alors, le top menu, ça correspond au menu de la barre de titre. Ensuite, on a un left menu qui correspond à la barre de gauche. Et dans le cas du premier menu à gauche, généralement, on a un préfixe qui permet d'afficher la petite icône, vous voyez ici. Et c'est assez mal foutu, donc je suis obligé de rajouter un espace, sinon ça décale un petit peu. Ensuite, on a l'URL qui permet d'associer quand on le menu à un lien, ce qui est assez classique. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'ai deux fois le préfixe? C'est bizarre. C'est peut-être un bug dans mon petit truc. Ouais, bon, on va... Normalement, il n'y a qu'un seul préfixe. Comme quoi, même mes modules ont des bugs, hein, comme tous les modules, je dirais. Ensuite, on indique la langue de traduction du libellé du module. À titre d'info, le libellé, c'est dans le titre, qui est ici. Voilà. Et ensuite, on a la position dans le menu. Alors, généralement, c'est toujours 110. Unablaid 1, c'est pour dire que le menu est actif. Et ça, c'est pour donner les droits d'accès au menu. Je pars du principe que ce module est un module qui est accessible que aux personnes qui le paramètrent. Enfin, les menus sont accessibles qu'aux personnes qui ont les droits d'administration sur ce module. Et donc, ça se lit User, Write, Forecast, qui est le nom du module, et Setup, qui est l'habilitation associée à ce module-là. Target, c'est pour indiquer si je veux sortir le menu, et User, je ne sais même plus à quoi ça sert. Je crois que c'est les droits d'habilitation encore, mais je ne suis pas certaine. Bon, c'est des choses que j'ai un peu fait une fois, ça fonctionne, je ne me suis pas posé plus de questions à aller chercher pourquoi, comment, etc. Juste une petite remarque aussi sur l'URL. Vous voyez qu'ici, je donne bien l'URL, juste le nom du dossier. Je ne lui dis pas Dolroot, for custom, etc. etc. J'ai juste besoin de préciser l'URL. Bien, on va revenir sur le module des commandes. Et on va regarder un truc qui est un peu compliqué, mais qui est important, c'est les fonctions natives d'export. En fait, quand vous avez un module, vous avez souvent des fonctions natives d'import-export. Et c'est à cet endroit qu'on va définir les exportations. Alors, donc si on clique assistant export, là on va retrouver toutes les... comment ça s'appelle? Tous les exports possibles, et donc là on voit qu'on a l'export des commandes. D'ailleurs, vous remarquez que facture avoir, il en a deux, ce qui veut dire qu'on peut avoir plusieurs exports dans le même module. C'est faisable. C'est juste que dans ce cas-là, on va avoir excusez-moi, toute cette partie-là écrit une première fois, puis une deuxième fois. Alors, je vais juste... on va le descendre gentiment, j'expliquerai ce qui se passe, et puis derrière, on passera à la suite.
Donc, première chose, c'est le libellé de la classe. C'est le code qui permet de repérer l'export. Et ensuite, on a les permissions. Il faut qu'on ait des permissions sur la commande. Je ne sais pas pourquoi elle y est deux fois. Et sur l'exportation. Si on n'a pas les permissions sur ces deux trucs-là, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a tous les champs qui sont exportables. Et en fait, ces champs, on va les retrouver quand on va sélectionner les commandes. Voilà, là on a toute la liste des champs, des sociétés, des commandes, des lignes de commande, des produits, etc. etc. Vous remarquerez d'ailleurs que à la fin de la liste, il vous présente les extra fields associés, dans le cas qui nous intéresse, à la société, à la commande et à la ligne de commande. Donc on peut récupérer aussi avec ce système les exports natifs, les extra fields qu'on a définis au niveau des différents modules. Donc là, on va avoir la liste de tous les champs disponibles et va être ajouté les différents champs présents dans d'autres modules s'ils sont actifs. Je pense notamment aux multidevises, à multicompagnie qui est un module supplémentaire. Et ensuite, donc là on a la définition de la liste des champs. Ensuite on a la définition du type de champ pour indiquer si c'est du texte, une date, quelque chose de type statut. On verra un petit peu ce que c'est. Si c'est une liste, on va lui préciser à quelle table elle est associée. Et donc là, vous voyez, la liste elle est associée à la table des pays et on va afficher le label. Idem pour les produits. Vous voyez, on a ici une liste qui est associée à la table des produits, la référence et le troisième truc, le quatrième paramètre, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai un petit trou de mémoire. Pareil pour les entités, on va voir la liste des entités qui sont présentes dans la table entité. Ensuite, cette table, les entity arrays, c'est ce qui permet de savoir en fait à quel élément est associé tel champ. Par exemple, le S-Phone, on voit que c'est associé à la société. La référence client, c'est associé à la commande. Et c'est ce qui permet d'avoir le bon petit icône dans la liste des éléments. D'ailleurs, on voit projet, vous voyez, il y a un icône qui est différent. Il est ici, PRF Project. Ensuite, il y a des histoires de dependency et on récupère les extra fields des différents éléments présents. Donc là, on voit les commandes de détail, les produits, les sociétés. Accessoirement, vous voyez, si on voulait récupérer les informations du projet, des extra fields du projet, on pourrait aussi fonctionner par ici. Mais bon, c'est peut-être pas forcément nécessaire dans le cas qui nous intéresse. Et là, je vois que... Donc, une fois qu'on a fait la définition des champs des dependencies, on a un autre élément, ça va être la requête des différents éléments. Donc, elle est en deux parties. La première partie, c'est le select distinct. C'est pas très très sympa. Mais en fait, entre le start et le end, c'est là où on va définir les champs qu'on veut sélectionner. Donc, on ne va pas tous les récupérer, mais on va sélectionner les champs qui nous intéressent. Et là, on va avoir dans le SQL end la requête qui permet de récupérer tous les éléments avec toutes les jointures qui vont bien pour la commande. Donc on voit qu'on a la table de la société avec ses extra fields. On a la notion de parent aussi quand on a des succursales et des filiales. Les commerciaux, alors ça normalement ça devrait sauter bientôt et ça passerait avec du having. Mais bon, c'est un autre sujet. Bon, je ne vais pas forcément trop m'étendre sur cette fonction, mais disons que si vous voulez rajouter dans un de vos modules l'exportation,
c'est avec cela qu'il faudra passer. De la même manière qu'on a la partie export, on a aussi la partie import, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des importations des commandes avec ce système-là. Et là, c'est pareil, on va définir les champs que l'on souhaite importer. Alors là, vous remarquerez qu'on n'a pas les champs associés à la société, mais par contre, on va devoir transmettre la clé à la société. De mémoire, il y a un endroit où on indique les contraintes comme quoi il faut que la société soit alimentée. Voilà, c'est ça. Il y a les convert value. Alors, je connais pas trop cette. Ouais, c'est si c'est pour la référence. Il y a une fonction qui va alimenter la génération des numéros de commande. Je m'en suis jamais, j'ai jamais utilisé, mais bon, il y a une règle autour de ça. Là, il va aller vérifier si l'ID de la société existe, si elle est saisie. Et si elle n'existe pas, ça va planter. Ce qui veut dire que quand on fait un import, il va falloir connaître l'ID de la société qu'on importe. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ici, on a l'ID de l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur soit existant. Et de la même chose, c'est pour le mode de règlement. Ça, c'est des contraintes pour vérifier si effectivement l'élément existe et est présent. Donc là, on indique qu'on va regarder l'identifiant. Pour la classe société, on va faire un fetch et on regardera que l'on a bien l'élément tripartite dessus. Bien, je ne vais pas aller plus loin sur la partie import. Là, on importe les commandes. Et là, on importe les lignes de commande. Ça se fait en deux temps. C'est-à-dire quand vous faites une importation des commandes, vous importez d'abord les commandes et ensuite vous importez les lignes associées aux commandes. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous récupériez d'une certaine manière le numéro de la commande. Ce qui des fois peut être un peu compliqué, mais c'est faisable. Il y a une petite blague autour de ça. Enfin, en tout cas, il faut récupérer l'identifiant de la commande. Import update carré. Je me demande s'il n'y a pas une petite astuce, mais je crois pas, qui permettrait de récupérer par rapport à un paramètre de commande. Mais j'ai jamais utilisé. C'est vrai que généralement quand j'ai des imports à faire, je préfère les faire manuellement pour être tranquille. Voilà pour la partie, je dirais, un module, définition du fichier de module. Alors je vais juste rajouter un petit laïus. Alors manque de peau sur celui-là, j'en ai pas. C'était sur les histoires. Non, je pense que ça devrait suffire. Je pensais qu'on rajouterait quelque chose, mais grosso modo, généralement on s'arrête à partir des habilitations et des menus. Je voulais vous montrer aussi les tabulations, parce que ça c'est important. On peut avoir des modules qui rajoutent des tabulations. Celui-là, je crois pas qu'il le fasse. Non, sur celui-là, j'en ai pas. Alors, je m'excuse, hein. Je vais vous montrer un autre module à moi qui contient des custom products, par exemple. Donc c'est toujours pareil, hein. Je vais dans le module ici. Donc là, j'ai toujours mes chargements, j'ai toujours... Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était ce tableau-là. C'est dans ce tableau qu'on va définir en fait les onglets que l'on veut rajouter dans les différents éléments. Alors il y a deux choses qu'il va falloir que je vous montre. La première chose, c'est comment on définit les onglets. Et je vous explique un petit peu ce truc de substitution qui va permettre de compter le nombre d'éléments dans l'onglet. Donc la première chose, ça va être de définir pour quel onglet on veut affecter l'élément. Donc là, on voit que c'est pour l'onglet des produits, ça c'est pour les commandes, les propales, les factures.
Ensuite, c'est le libellé que l'on va afficher au niveau de l'onglet. Dans ce cas-là, ça sera Custom Product. Non, pardon. C'est le lien. Alors, on reviendra un petit peu là-dessus. C'est quand on génère les onglets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a un espèce d'élément qu'on doit transmettre en paramètres qui permet de savoir si l'onglet est sélectionné. Et c'est cette valeur-là qu'on transmet. Ici, le substitution Custom Product, NB Product, j'y reviendrai un petit peu après. C'est ce qui permet, c'est là où on a normalement le libellé qui va apparaître dans l'onglet. Ensuite, on a le chemin pour la traduction, si le libellé est à traduire. Et enfin, on a le chemin vers le fichier, vers la page PHP qui va être appelée quand on va cliquer sur le lien. Maintenant, on va parler un petit peu de la substitution. C'est une des fonctions qui est sympathique, c'est pour mettre typiquement quand on a des modules. Alors je dis non, on va aller sur, par exemple, sur une commande. Vous voyez, pour fichier joint, on a un espèce de badge où il y a le 1 qui est indiqué, qui indique le nombre de fichiers joints. Et donc, le module Custom Product a les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire il va regarder si on a un nombre de produits associés. Et pour cela, on utilise... alors déjà, pour cela, il faut définir dans les parts de substitution qu'il y a une substitution, donc égale 1. Et dans ce cas-là, dans le dossier substitution, on va avoir une fonction qui va permettre justement d'ajouter un badge au libellé. Alors, on va regarder juste, mais c'est assez rapide. Déjà, là, on est sur le nombre de produits, donc je vais vérifier que je suis bien sur le bon élément. Je vais ajouter ma classe avec le $include_one, ce qui me permet d'éviter d'avoir à préciser si je suis dans un custom ou non. Je charge ma classe en statique et je regarde déjà s'il y a des produits qui ont été... s'il y a... Attendez, c'est pas des produits... Si, c'est ça. Je regarde en fait si le produit, l'élément a un identifiant. S'il n'a pas l'identifiant, ça peut arriver quand on est en création. J'ai pas besoin de passer là-dedans non plus. Et là, j'ai une petite fonction qui va compter le nombre d'éléments pour ce produit. Bon, c'est une fonction que j'ai... je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce module. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pouvoir récupérer le nombre d'éléments présents pour l'onglet. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir rajouter mon badge sur le libellé. Et là, je précise Custom Product, qui est le nom du module. Bien, on a fait le tour du paramétrage du module. De toute façon, ça c'est le gros morceau. Généralement, quand on a besoin d'aller chercher des choses, c'est souvent là-dedans qu'on va aller. On n'y échappe pas malheureusement. Deuxième élément assez intéressant, important à voir pour un module, avant même d'aller sur le module, c'est son fichier d'administration. Il est dans le dossier admin, généralement, et donc là on a un dossier commande. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a là-dedans. Alors première chose, on va avoir la librairie associée aux fonctions d'administration. On va avoir la librairie pour les PDF, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va paramétrer au niveau des PDF. La classe associée à la commande et la librairie pour les commandes. Bon, je n'ai pas encore commencé à raconter. On parle du fichier commande, on parle du fichier order. C'est la joie des traductions qui n'ont pas été faites totalement. On a toujours du commande, classe commande. On parle de order. Le fichier de traduction, c'est order avec un pluriel. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça fait partie des choses qu'il faut aller regarder dans le code.
Malheureusement, c'est pas encore écrit de manière très propre. On a un include qui va gérer toutes les mises à jour des options du module. La fonction, alors on va regarder les actions, mais je ne vais pas forcément trop m'étendre là-dedans. Update mask, c'est ce qui permet, quand on est dans le paramétrage du module, j'y retourne. De définir le masque personnalisé. Donc je ne vais pas vous expliquer trop la fonction, c'est juste vous dire que elle est ici, on récupère le masque et je crois que c'est tout, c'est constant order, mask order, ouais c'est ça. Et on va lui passer en paramètre en constante le masque associé. Oui c'est ça. Il y a deux choses, on récupère les valeurs de la constante et le nom de la constante. Ici, donc on va récupérer le nom qui est Saphir en termes de constante. Et dans Mask Order, on va récupérer le paramètre tel qu'il a été précisé ici. Ouais, il est quand même costaud. Hein. En plus, c'est un peu chiant avec cette histoire de... Le help n'est pas forcément passé au bon endroit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme action? On a spécimen. Spécimen, c'est quand on appuie sur l'aperçu, ici. Ça va générer une page en HTML qu'on va pouvoir regarder. Je vais l'enlever pour l'instant. Là, on est sur le paramétrage cette doc et cette mode des documents. Donc là, ça c'est pour définir le document que l'on veut utiliser. Ça, c'est pour indiquer... alors, le del, c'est si on veut l'enlever. Ça, c'est pour définir le modèle de document que l'on veut définir. Add document modèle. Et comment... je ne sais plus lequel des deux fait quoi. Il faut que je regarde dans le source. Là, j'ai un petit trou de mémoire. Ensuite, ici, on a la possibilité d'indiquer qu'on veut rajouter un watermark sur le document. Le watermark, en fait, c'est le filigrane. Donc, si jamais on veut affecter un filigrane, ce sera ici. Qu'est-ce qu'on a comme truc? Le texte libre, c'est le texte ici, c'est les mentions complémentaires. Là, c'est pour indiquer... voilà, si on veut un virement ou un chèque sur la commande. Et enfin, le del et le set, je ne sais pas à quoi ils servent. Je crois que ça, c'est des trucs qui sont amenés par défaut, mais qui ne sont pas forcément présents. Ok, ensuite, il y avait des choses qui ont été laissées parce que ils ont dû être enlevés. Bien, donc comme toujours dans un module, dans une page de Dolibar, on a en premier les déclarations et les getPost. Ensuite, on a les différentes actions. Et enfin, on a l'affichage de la page. Toujours pareil, généralement, on a la classe de formulaire et souvent aussi la classe de l'objet quand on est sur un module. On a l'entête, suivi du titre. Et enfin, on va récupérer les onglets et on va afficher l'onglet. Donc je répète un petit peu. Le LLX Header va construire les menus de la page. L'autre fiche titre, c'est ce qui va afficher le titre qui est ici avec le retour, le link back. Et enfin, on va avoir les différents onglets qui vont s'afficher, présentés ici. Alors, vous remarquerez que l'onglet, il n'est pas défini ici, il est défini dans une fonction qui s'appelle
order admin prepare head. Cette fonction, elle se retrouve dans le core lib order.lib qu'on va aller voir maintenant. Ah oui, ils l'ont appelé order.lib, c'est tout à fait logique, hein. Mais bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Et là, on va avoir des fonctions qui vont générer les menus. Alors ça, c'est la fonction qui génère pour les commandes. Je vais la mettre de côté volontairement. Et on va regarder la fonction pour l'administration. Et donc là, on va voir quoi? On voit qu'ici, on récupère les infos liées à l'extra field pour déterminer combien on a d'éléments de définis au niveau des extra fields. Ça se fait avec la fetch name optional label. Là, on sait dans la classe extra field combien on a d'éléments pour la commande et là, combien on en a pour le détail de commande. On va retrouver l'onglet général qui est ici. Si je reprends ma page, voilà. L'onglet général, c'est divers. Et on voit bien, c'est admin commande tel qu'il est affiché. Ensuite, on va avoir l'onglet des extra fields, ici. On voit bien qu'on attaque la bonne URL. Et enfin, on va avoir l'onglet des lignes de détail de l'extra field. Vous remarquerez que là, on utilise l'attribut commande count. C'est pour savoir combien on a d'extra fields. Et si on a des extra fields, de la même manière qu'on l'a fait au niveau de la substitution, on va rajouter un badge qui va apparaître ici. Et donc là, on voit qu'on a un badge pour les commandes et un attribut supplémentaire pour les lignes de commande. Alors, deux petites choses supplémentaires à voir. C'est le complete head for module. C'est une fonction qui va aller regarder justement si par hasard, dans un autre module, où je suis. Là, je suis dans lequel? Dans mon module forecast, qui n'a pas de menu. Il faut que j'aille regarder ici. Voilà. Qui va vérifier en fait si on n'a pas défini des onglets supplémentaires. Donc là, typiquement, vous voyez, j'ai un onglet pour order. Donc, dans le module order, ici, alors là, c'est pour order admin, mais dans le cas du module order qui est ici, on a la même fonction. Et c'est donc à cet endroit que sera rajouté l'onglet supplémentaire que j'aurai défini, si j'en ai défini un. Ce qui veut dire que, en termes de positionnement des onglets, si vous en rajoutez, ils seront forcément positionnés ici entre l'onglet principal et les onglets d'extra field. Il y en a un dernier qu'il faut regarder. Vous voyez, il y a un complete head ici et un autre complete head à la fin. Et celui-là, en fait, c'est ce qui va permettre de supprimer les onglets. Il est possible de supprimer les onglets. On peut le paramétrer. De mémoire, c'est quand au lieu de faire un plus, ici on fait un moins. Mais je ne suis pas très certaine de ce truc-là. J'ai jamais vraiment fait de suppression d'onglet, pour tout vous dire. Bien, on a vu la partie module. On est en train de regarder le paramétrage la page d'administration du module. Donc, je répète, on a le paramétrage de la page, on a les actions et ensuite on a la page qui s'affiche avec l'encadrement, avec le link back pour le titre, enfin l'onglet, et ensuite on va avoir les différents éléments. Alors, le premier, c'est la numérotation des commandes. Et on va avoir un truc. Alors, on va voir un truc. Je vais essayer de parler un petit peu plus français. Dire models, ça va me permettre de récupérer en fait tous les modules, les modèles de numérotation qui sont présents. Et donc, il va aller regarder les numérotations présentes dans le dossier core module
commande. Et c'est là qu'on va retrouver marbre et saphir, les deux fameux modules. Et donc il va aller regarder si le module s'appelle bien... alors attendez, hop, vous voyez, il faut que le module s'appelle mode commande quelque chose. Il va récupérer la fin pour avoir le don du module, ici marbre et saphir. Il va regarder normalement à ce moment-là, alors là j'ai récupéré le nom du fichier, je fais un require one, c'est-à-dire je charge cet élément dans la page PHP et je vais regarder ce que j'ai à l'intérieur en termes de version. Je vais regarder si le module est actif, parce qu'il peut y avoir des contrôles pour dire ah, s'il manque certaines choses, je ne l'active pas. Et dans ce cas-là, ensuite, et c'est à ce moment-là que je vais afficher la numérotation dans la page. Vous voyez, donc ici j'en ai deux, et je vois bien les deux qui s'affichent à la suite. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, c'est ce que ici on a les informations. Alors, je vais essayer de le mettre plutôt en bas. Donc là, on a le début de la colonne, on affiche le nom du module. Là, on récupère les informations du module, c'est-à-dire ces informations-là. Ensuite, on va avoir... alors, attendez, il me manque... Normalement... voilà, on a l'exemple ici. On récupère l'exemple du module, c'est-à-dire, dans le cas de Marble, la numérotation automatique, il va nous mettre une numérotation exemple. Et enfin, on va rajouter la partie activation ou non activation. Le paramétrage du module activé est conservé dans la variable globale commande add-on. Et c'est pour ça, si elle correspond à ce moment-là, le module est actif. Sinon, il est inactif. Et on va pouvoir lancer le fameux set mode pour activer la numérotation. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, j'ai pas le droit de... Si j'ai le droit, pardon. Mais il faut que j'ai une numérotation qui soit configurée si je veux aller plus loin. Je vais revenir à la normale. Voilà pour la partie des modèles de numérotation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je crée une nouvelle numérotation, elle sera rajoutée automatiquement ici. Alors, on peut la rajouter directement dans le corps module, mais ça serait moche. Et sinon, on peut aussi l'indiquer dans le... Comment ça s'appelle? Dans un module supplémentaire où on voudrait rajouter une numérotation supplémentaire. Alors, ça se fait pas trop pour les numérotations, ça se fait plus pour les éditions. Et dans ce cas-là... alors, attendez, je suis un petit peu trop loin. Voilà. Si je prends par exemple un module qui rajoute une édition, c'est le module équipement par exemple. Corps, module. On va avoir ici, par exemple, le module équipement rajoute une expédition supplémentaire. Et donc là, je vois les documents supplémentaires ajoutés. Et quand je regarde le module équipement, c'est ici, j'ai cette information ici, models, que j'ai donc des modèles supplémentaires. Donc si on voudrait rajouter des numérotations ou des modèles ou des éditions pour d'autres modules, il faudrait passer par le modèles ici. Je retourne, voilà, ça c'était pour la partie édition.
Je retourne sur mon document. Il est où? Ici, voilà. Donc là, on a la partie génération des numérotations. Et on a la même chose pour les modèles de documents, les PDF. Et là, par contre, c'est stocké dans une table. Donc on va les récupérer ma table des documents actifs. Et là, je vais parcourir cette table des documents ici. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Dire modèle. Si, c'est ça. Donc là aussi, on va les regarder dans le dossier Core Module, commande. Hop. Et donc là, si je vais Core Module commande, je vois que j'ai un dossier doc. Et c'est là que je vais retrouver les différents documents PDF que je vais pouvoir générer. Et donc je vais retrouver 1, 2, 3, 4. Les 4 documents qui m'intéressent. Là aussi, si je voulais me faire un document personnalisé, donc je pourrais reprendre ce module et le mettre ici. On se fera une grosse séance sur les éditions PDF demain. Je pense qu'on fera pareil sur les numéros de série. On regardera comment faire des numérotations personnalisées, des choses comme ça. On se garde ça pour demain. Les éditions PDF étant un gros morceau dans Dolibar. Et donc, on en a fini. Enfin, je ne vais pas aller trop loin sur cette partie-là. Mais grosso modo, on est un peu dans la même présentation, avec la possibilité d'activer et désactiver, et le fait d'indiquer quel est le module, l'édition PDF par défaut. C'est la fameuse petite case à cocher ici. Si je clique ici, vous voyez. Alors, il m'active en plus le module s'il n'était pas activé. Et si j'active le module, quand je vais retourner dans les commandes, j'aurai bien les deux modèles de PDF activés. ODT template, alors c'est encore un autre truc, ça permet de générer donc les documents, des documents par rapport à des ODT. Et en fait, en termes de paramètres, il faut lui donner le chemin où se trouvent les fichiers ODT qui sont présents. D'ailleurs, on voit que là, on a un template order. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait la capacité de le supprimer direct. Ça m'inquiète un peu. Mais bon, c'est faisable. Ensuite, on a des éléments de virement sur compte. Mais comme je n'ai pas fait la définition de banque, il ne doit pas vraiment aimer. Je n'ai pas activé le module banque, c'est pour ça qu'il me manque des choses sur le mode de règlement. Et les autres paramètres, on va regarder... donc là, je termine le tour sur les modèles de documents. On va y revenir ensuite tout à l'heure en fin de présentation. Il y aura plus d'infos sur cette partie-là dans le module de génération, de création d'un nouveau module. Il y a un laïus parce que je vais devoir indiquer quel est le modèle de document que je veux générer. Donc là, on retrouve les éléments de paiement. Vous remarquerez que là, il veut vérifier si effectivement le module facture est actif. Et comme je vous l'ai dit, il faut aussi que le module banque soit actif. Sinon, il n'est pas très content. Si le module banque est actif, il va regarder les comptes bancaires dans la table Bank Account et il va les proposer en tant que RIB à associer sur la facture. En clair, c'est ce qui permet de définir le mode de paiement par défaut si vous avez plusieurs comptes bancaires. Idem pour les chèques, pour indiquer les références associées au chèque. On a d'autres options qui sont le texte libre, le order free text,
vous remarquerez qu'on utilise ici, alors si on a activé le CK Editor, c'est dans les paramètres global dans les modules, il est ici l'éditeur WYSIWYG. S'il est activé, enfin s'il n'est pas activé, ça sera une zone de texte classique. S'il est activé, on va présenter le module de l'éditeur et c'est ce qui permettra d'avoir les mentions complémentaires sur la commande. Là, on a la partie watermark et on a la partie... oui, la dernière partie, c'est notification. C'est quoi ce truc de notification? Ah oui, il n'y a pas la partie... c'est juste une info en fait. C'est pas du paramétrage, mais c'est une information comme quoi il peut y avoir des notifications par email. Et ça, c'est mis ici juste pour information et permettre de reguider la personne. C'est d'ailleurs dommage qu'ils aient pas... bon, c'est comme ça. Hein. Je voulais juste vous montrer un dernier truc. Autoriser le téléchargement externe. Je ne connaissais pas cette fonction, c'est nouveau. Ça doit être pour permettre de charger les documents de l'extérieur. Le Ajax Constant On-Off, c'est quelque chose de récent. C'est ce qui permet en fait de cliquer sans avoir à rafraîchir la page. C'est pas du tout employé de partout, j'espère que ça le sera. Ça évitera notamment quand on active les modules d'avoir à les claquer un par un et de rafraîchir la page dans sa totalité à chaque fois. Bien, on en est à pas loin d'une heure. On va faire une petite pause à ce moment et on regardera la suite de la configuration, enfin, du module des commandes juste après.